Il a fallu attendre un peu plus de 48 heures pour le trouver. Christophe-Joseph-Marie Dabiré est le nouveau Premier ministre. Son décret de nomination a été lu en début d'après-midi sur les antennes de la RTB. Qui est-il? Quel est son parcours, son portrait dans ce journal? Vous entendrez également le témoignage de Larba Yarga. Il a été dans le même gouvernement avec le nouveau Premier ministre, notamment dans les années 92. C'est peut-être un pur hasard, mais ce 21 janvier est le jour le plus déprimant de l'année selon des chercheurs de l'université de Cardiff en Pays de Galles. Comment les Wagalais le vivent-ils? La réponse tout à l'heure. Et puis, si vous allez à Bobo du Lasso, il va falloir vous armer de beaucoup de courage pour circuler dans la zone du Grand Marché. Que vous soyez en voiture, en moto, en tricycle ou même à pied, vous n'échapperez pas à l'embouteillage qui sévit dans le secteur. C'est le dossier de ce 19h30. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. J'ai confié à M. Dabiré la mission de conduire le gouvernement. Voici ce qu'a tweeté le président du Faso en début d'après-midi ce 21 janvier. Eh bien, vous l'avez compris, il est le nouveau Premier ministre burkinabé, Joseph Christophe-Marie Dabiré. Son décret de nomination a été lu en début d'après-midi, je vous le disais, sur les antennes de la RTB. Christophe Dabiré a 70 ans, il a été 2 fois ministre, de 1992 à 2000, 8 ans député. L'un des tout derniers postes qu'il a occupé, c'est celui de commissaire en charge du commerce à l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Voici son portrait signé Abdulrazak Traoré. L'économiste rend le tablier, un autre en bénéficie en s'accordant la confiance du président du Faso pour conduire le navire gouvernemental. La fumée blanche tant attendue depuis plus de 72 heures est enfin sortie. Christophe-Joseph-Marie Dabiré remplace Paul Kabatieba. Que dire de cet économiste de formation, marié et père de 3 enfants? C'est d'abord retenir qu'il est un ancien fonctionnaire du ministère des Finances et du Plan, où il a été plusieurs fois responsable. Au sortir des législatives de 1992, il est nommé ministre de la Santé et de l'Action sociale pendant 5 ans, de 1992 à 1997. À la tête de ce département, il gère les grèves des travailleurs de la santé avec poigne, si bien qu'il est surnommé Virus Dabiré. Certainement que l'acte a séduit le président Blaise Compaoré, qui lui renouvelle sa confiance en le propulsant à la tête du sensible département ministériel en charge de l'enseignement supérieur. Un département secoué à son temps par des mouvements sociaux de l'université de Ouagadougou. Christophe Dabiré y passera 4 ans, soit de 1997 à 2000. De son passage à la tête de ce ministère, on retiendra de lui l'homme qui a opéré de nombreuses réformes à l'université, mais aussi celui qui a prononcé l'invalidation de l'année universitaire 99-2000. Militant très actif au Congrès pour la démocratie et le progrès parti au pouvoir, il sera élu député pendant la législature de 2002 à 2007, où il va présider la commission finances et budget de l'Assemblée nationale. C'est étant donc député en 2005 qu'il va être nommé directeur régional de la campagne présidentielle du CDP Sud-Ouest, d'où il est originaire. Par la suite, Christophe-Joseph-Marie Dabiré va passer une décennie à l'Union économique monétaire ouest-africaine. À l'UEMOA, il a été entre autres commissaire chargé du marché, du commerce, de la concurrence et de la coopération. Âgé de 70 ans, le fils de Huizin, un village de Dissine dans le sud-ouest, est donc un homme politique et technocrate rompu qui a désormais la lourde tâche de réussir là où son prédécesseur Paul Kabatieba a échoué. Insécurité, fraude sociale, mise à plat des salaires de la fonction publique. Les défis sont énormes. L'équipe qu'il devra former a donc du pain sur la planche. Réussira-t-il sa mission? En tout cas, les Burkinabés nourrissent de l'espoir, notamment les internautes, qui n'hésitent pas à le taquiner en le qualifiant de parent du Sauveur Jésus-Christ, à savoir Joseph et Marie. Pratiquement les seuls à pouvoir voyager dans leur espace sans avoir recours à un visa interpays. Donc ça veut dire que c'est une réalité. Voilà, et je vous propose d'écouter maintenant ce témoignage, celui de Larba Yarga. Il était ministre de la Justice dans le même gouvernement que Christophe Dabiré au moment où ce dernier était ministre en charge de la Santé. C'était en 1992. Il se souvient du nouveau Premier ministre comme un homme patient et doté d'une grande capacité d'écoute. C'est quelqu'un qui a une grande capacité d'écoute. Et il a un tempérament bien calme.
Et c'est ce que je retiens parce que chaque fois que nous échangeons, je trouvais en lui quelqu'un, disons, de très posé, qui sait où il va. Et je pense qu'aux fonctions où on l'appelle également, je me dis qu'il va être en fait le meilleur lui-même. Bon, les actions, si je dois parler d'actions, je retiens qu'au niveau du ministère de la Santé, il n'y a pas de mouvement qui n'est pas pu surmonter. Au niveau de la santé supérieure également, il n'y a pas de mouvements sociaux qui n'est pas pu surmonter. Ce sont des choses qui font me dire que c'est quelqu'un qui a une capacité d'écoute et qui doit pouvoir dialoguer avec, disons, les partenaires. Je pense que de ce point de vue, bon, c'est quelqu'un qui est donc tout indiqué. Après tout ce parcours, c'est quelqu'un qui a un bon carnet d'adresse. Pour ma part, c'est un très bon choix. Et je salue cela parce que, bon, je me disais que depuis 2016, il aurait pu, disons, arriver comme chef de gouvernement, mais mieux vaut tard que jamais. Et donc, c'est une très bonne chose au regard donc de son bagage et au regard donc de sa personnalité. L'homme de la situation, je veux dire qu'il a un chef. Il a un chef qui est le président du Faso. Et compte tenu de cela, bon, je crois que tout dépendra du tandem qu'ils vont en fait constituer. Et je pense qu'il doit pouvoir, s'il a des coups de franche, apporter donc une contribution suffisante pour faire face aux problèmes, disons, que nous vivons dans le pays. Voilà, maintenant avec nous sur ce plateau, Siaka Coulibaly, notre analyste politique. Siaka Coulibaly, bonsoir. Bonsoir. Voilà, il a fallu attendre 48 heures. Le nouveau Premier ministre est connu, Joseph Marie-Christophe Dabiré. On va d'abord parler de son âge, il a 70 ans. Est-ce que c'est le signe que la relève n'a pas été assurée? Est-ce que la jeunesse a échoué? D'une certaine manière, on peut penser cela, dans la mesure où, depuis 2016, déjà, l'avènement du MPP au pouvoir, on avait pensé que tous les cadres principaux allaient relever d'une génération autour de 45 ans en descendant. Surtout que Feu Salif Diallo avait fait cette promesse à Bobo Dioulasso. Donc on pensait bien que cela allait pouvoir se faire. Peut-être pas malheureusement, mais on n'a pas trouvé certainement les ressources humaines dans cette catégorie d'âge-là. De sorte que même avec les soubresauts qu'on a connus dans la gestion de la gouvernance, il n'a pas émergé de jeunes qui aient présenté des qualités, des capacités telles qu'on puisse les hisser à ce niveau-là. Si bien que je pense que cela a dû guider le chef de l'État à recourir à ceux qui ont déjà assumé les rênes de l'État, avec quelques succès par endroit, donc en pensant que ce monsieur, ce personnage pourra rééditer les acquis qu'il a pu faire dans le passé. Alors, les défis qui attendent le nouveau Premier ministre, on le connaît, il y a la sécurité d'abord, l'économie et puis aussi la cohésion sociale avec les mouvements sociaux. Est-ce que vous pensez qu'il est à la hauteur de cette tâche-là? Oui, à la hauteur, ça, ce serait trop s'aventurer, dans la mesure où il ne vient que d'être nommé et surtout qu'il n'a pas encore constitué son équipe. Donc il faut au moins s'attendre de voir quel est le profil de l'équipe gouvernementale avant de commencer à donner des points, mauvais ou bons, et des chances de réussite au Premier ministre. Moi, je pense qu'ici, le chef de l'État a dû se baser sur le profil technocratique de Christophe Dabiré, en se disant qu'il pourra au moins, sur certains aspects... Je rappelle que celui qui remplace était aussi technocrate et économiste comme lui. Oui, économiste également comme lui. L'avantage que Christophe Dabiré peut avoir par rapport à Paul Kaba-Thiéba, c'est sa grande connaissance du milieu. Il connaît toute l'administration publique burkinabé. Il connaît le monde du développement pour avoir été planificateur à plusieurs niveaux de l'administration, mais aussi les institutions internationales sous-régionales. Donc, il a un bagage d'expérience qui est assez étoffé, qui pourrait l'aider. Je ne dis pas à coup sûr qu'il est l'homme de la situation qui va... par un tour de baguette magique renverser les tendances lourdes qui nous concernent actuellement, mais sur le papier, comme on dit, il a un certain nombre d'avantages par rapport à Paul Kaba-Thiéba qui venait d'arriver après 33 ans d'absence du pays.
qui ne connaissait pas donc très bien l'administration publique ni le monde politique, Christophe Dabiré pourra au moins, je présume que sur certains domaines, si vous prenez le rétablissement des comptes nationaux, les grands équilibres macroéconomiques, il a de fortes chances de pouvoir réussir à ce niveau-là, parce qu'il connaît déjà comment ces comptes sont constitués, quels sont les déterminants du monde économique burkinabé. Il peut agir à ce niveau-là. Là où peut-être il aura quelques insuffisances, c'est à deux niveaux. Il y a que l'administration que lui, il a connue et qu'il a si bien gérée n'est plus la même aujourd'hui. On a une nouvelle catégorie d'agents publics, y compris au niveau des directeurs généraux, que Christophe Dabiré ne connaît pas, aussi bien en termes donc de chronogramme des ministères, mais aussi des personnes qui animent ces différents départements-là. Ensuite, il y a le monde politique, et on ne l'a pas vu très actif dans la course pour la victoire du MPP au pouvoir. Donc, on ne le considère pas comme un des poids lourds de la politique au Burkina. Et l'on sait que c'est un handicap qui peut avoir son importance lorsqu'il va falloir négocier avec l'administration publique pour faire passer les grandes décisions au Parlement, mais aussi pour avoir l'appui du parti au pouvoir pour soutenir l'action gouvernementale et ne pas permettre donc les attaques que l'opposition fait à ces régimes-là. Justement, en parlant de l'appui du parti au pouvoir, est-ce que vous pensez que Christophe Dabiré aura la main libre pour former son gouvernement comme il le veut? Oui. Parce qu'on sait qu'au sein du pouvoir, il y a beaucoup de captations, il y a beaucoup de pressions, il y a beaucoup de clans aussi. Ce n'est pas nouveau. Est-ce que vous pensez que dans cette atmosphère-là, il aura la main libre pour former le gouvernement qu'il veut? Je pense que pour la formation du gouvernement, le challenge n'est pas insurmontable. Parce que ce sont des tractations dont ils ont l'habitude. Je vais parler du chef de l'État lui-même, mais aussi Christophe Dabiré, pour avoir participé à plusieurs équipes gouvernementales. Il connaît comment ça se fait. La formation du gouvernement est une étape, mais la gestion même, par la suite, peut être difficile à cause de ces questions politiques-là. Donc, il faut peut-être attendre de voir le profil du gouvernement, mais aussi de voir comment le nouveau Premier ministre va faire des propositions de sorte à rassurer le parti au pouvoir qu'il est l'homme de la situation. Même s'il n'est pas un des poids lourds du parti au pouvoir, si les propositions qu'il fait sont suffisantes pour nous sortir de la crise sécuritaire, par exemple, pour résoudre la question de la fronde sociale, je pense que le parti au pouvoir peut très bien lui faire confiance pour l'aider. Mais il y a un aspect important qu'il faut avoir. J'ai vu beaucoup d'engouement au niveau des citoyens, au niveau des médias, sur la nomination du Premier ministre. Il faut qu'on se rappelle que notre système politique, tel que défini par la Constitution, donne au président du Faso le leadership, le guide de la gouvernance nationale. C'est lui qui porte l'ADN du régime. Donc le Premier ministre n'est qu'en quelque sorte celui qui l'envoie réaliser un certain nombre de tâches. Voilà. Donc il ne faut pas accorder trop de missions, trop d'importance à la personne du Premier ministre. C'est plutôt le chef de l'État qui est important. Et il faut maintenant voir, à l'issue de cette modification de l'équipe gouvernementale, en nommant un autre responsable à la primature, est-ce que lui-même a modifié sa perception des choses, la manière dont il aborde les grandes questions de l'État? C'est plutôt ça que je pense être le centre d'intérêt, plutôt que le Premier ministre en lui-même. Vous disiez que le nouveau Premier ministre va devoir s'adapter à la nouvelle donne, vu que c'est depuis 1992 qu'il était ministre, les choses ont changé, ont véritablement changé. Certaines personnes ont cru bon de penser que le Premier ministre devait être choisi parmi le gouvernement sortant, parce qu'il va falloir un temps d'adaptation. Est-ce que le temps d'adaptation ne sera pas trop long? On sait qu'il reste seulement 2 ans pour la campagne électorale de 2020. Oh, je ne pense pas que ce soit une préoccupation très importante, dans la mesure où l'équipe gouvernementale sortante elle-même présentait un profil de nouveaux venus. La plupart d'entre eux n'ont jamais assumé de hautes responsabilités, pas seulement au gouvernement, mais même dans l'administration publique. Donc, ce qui fait qu'on a mis sur Paul Kaba-Thiéba un bilan pas très reluisant, mais il faut aussi compter avec l'équipe qu'il avait, qui n'était pas fait des cadors de l'administration publique, ni
des partis politiques. Donc, lui-même étant un novice pour le poste, s'il avait une bonne moitié de son gouvernement qui n'avait jamais assumé de hautes responsabilités, on ne peut pas être étonné de voir que l'équipe n'a pas fait des performances exceptionnelles. Maintenant, c'est peut-être pour ça que le chef de l'État a voulu compenser en mettant Christophe Dabiré, quelqu'un qui a un lourd bagage de gestion de l'administration à plusieurs niveaux, etc. Peut-être qu'il va au moins se ramener la sérénité dans l'équipe gouvernementale, ce qui peut peut-être faciliter cette action gouvernementale-là en guidant ceux qui n'ont jamais assumé des responsabilités à ce niveau-là. Un dernier mot peut-être par rapport à Paul Kabatiba, comment est-ce que, très rapidement, comment est-ce que vous jugez son action à la tête du gouvernement pendant les 3 ans qu'il y a passé? Moi, je lui donne le bilan général du pays, qui est donc à plusieurs niveaux des insuffisances importantes. Et on ne va pas revenir sur la question sécuritaire, dont le bilan est très facile à faire, mais surtout la question donc, de la gestion du management de l'administration, avec cette fronde sociale qui ne fait que s'empirer, avec à la clé l'augmentation de la masse salariale, qui est un mauvais point selon les institutions internationales de développement. Donc, en gros, on peut dire que Paul Kabatiba n'a pas réussi, mais même si on peut lui donner des explications et des circonstances atténuantes du fait donc qu'il n'est que l'exécutant de la politique gouvernementale du chef de l'État, et aussi avoir une équipe qui peut-être n'était pas celle qu'il fallait. Merci Siaka Coulibaly d'être venu sur ce plateau pour cette analyse sur la nomination du nouveau Premier ministre. Christophe Dabiré est-il connu du grand public et qu'est-ce que les populations attendent de lui? Notre reporter Roméo Koïta a tendu le micro à quelques Ouagalais. Le nouveau Premier ministre, c'est vrai, je l'ai connu à l'époque, dans les années 2000. Et en ce temps, il était ministre de l'enseignement supérieur. Voilà, donc ça m'a vraiment surpris que ce soit lui qui est nommé. Mais vraiment, il a du chemin à faire. Parce que dans ce pays-là, il y a trop de défis à relever. Côté insécurité, côté finance et côté social même, vu les événements qui se passent 2 jours dans ce pays. Comme tout Burkinabé, nous attendons beaucoup de lui. Surtout pour ce qui concerne les questions sécuritaires. Il faut quelqu'un qui a la poigne, qui sait ce qu'il veut et ce qu'il veut pour le pays également. Je crois que c'est un choix, on ne le connaît pas, mais on attend de voir. On attend de voir. Espérons qu'il sera à la hauteur de la tâche qu'il attend. C'est la sécurité, rien que la sécurité. Donc je pense que c'est d'abord à ce niveau-là que le combat doit se mener. Et puis peut-être après, s'il y a d'autres défis qui doivent être relevés, je pense que la sécurité est importante. Parce que quand on voit par exemple qu'à cause de la sécurité, bon nombre ne nous font plus confiance parce que les investisseurs justement ont besoin de ça. Ils ont besoin de la sécurité, le calme total pour pouvoir investir. Alors s'il n'y a pas la sécurité, je pense que les investisseurs, d'abord par peur ou par crainte d'être agressés, ne viendront pas. Et justement, un pays sans investisseurs, vraiment, c'est difficile. Le gouvernement passé, franchement, là, n'était pas de taille pour moi. Voilà. On a des hommes valides ici, dans ce pays-là, des hommes courageux, braves. On a de bons militaires, une armée puissante, une gendarmerie puissante. Il faut mettre les gens à leur place, c'est tout. Franchement, je pense qu'en 3 mois déjà, on doit sentir qu'il y a un changement. En tout cas, moi, de ma part, je reste serein. Et comme j'ai toujours dit, moi, j'ai confiance au peuple burkinabé. Vous venez de l'entendre, les attentes sont donc nombreuses et l'un des défis majeurs auxquels sera confronté le nouveau Premier ministre sera de rebooster l'économie burkinabé quelque peu en difficulté pour diverses raisons. C'est notre chronique éco maintenant. Nous parlons ce soir de la balance commerciale. Elle est déficitaire. Ça, ce n'est pas nouveau. Cela est ainsi depuis plusieurs années. En 2017, la tendance s'est légèrement améliorée, mais les filières porteuses n'ont pas été performantes. C'est Rémi Lambert-Nébier qui nous le dit.
La balance commerciale du Burkina Faso est déficitaire. C'est presque une récitation depuis des lustres. Et jusqu'en 2017, la tendance n'a pas varié. 2017 est d'ailleurs l'année sur laquelle porte le dernier rapport de la Direction générale du commerce sur la balance commerciale du Burkina. En 2017, elle restait déficitaire de 485 milliards de francs CFA. Cependant, selon le rapport, le taux de couverture des importations sur les exportations a légèrement varié d'environ 1%. De 76,1% en 2016, ce taux est passé à 77,0% en 2017. Le Burkina Faso exporte de mieux en mieux donc ses produits, mais des produits d'exportation largement dominés par leur non monétaire et le coton. Ils occupent 70% des recettes d'exportation sur un échantillon de 10 produits répertoriés par ce rapport qui signale également une baisse des filières dites porteuses dans la part des exportations. En 2017, le sésame et l'amande de qualité ont par exemple connu une nette baisse de régime. Si les recettes à l'exportation des filières comme la mangue ou le beurre de qualité ont légèrement haussé, les recettes de la filière peau et cuir ont dégringolé. D'une manière générale, les recettes à l'exportation des filières porteuses ont chuté de 107 milliards de francs CFA en 2016 à 91 milliards de francs CFA en 2017. On ne comprend pas ce qui se passe, ce sont toutes en baisse. Bon, quand on dit tout en baisse, il y en a qui sont en valeur quand même remontent, mais globalement, elles sont toutes en baisse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que ça dépend aussi du marché, c'est la demande de produits. Nous, on peut dire que c'est une filière porteuse et puis au niveau international, par exemple, si on a des problèmes de normes, de qualité sanitaire, vous savez que des produits, généralement c'est des produits agricoles, donc ça peut faire qu'on a des petits soucis techniques au niveau de la conformité, donc ça peut aussi jouer sur les baisses qu'on a observées. On peut aussi avoir une mauvaise campagne. Vous savez, par exemple, le beurre de qualité, ou par exemple le sésame, le marché fluctue. Et vous savez qu'il y a beaucoup c'est des produits qui vont un peu dans l'agro-industrie, dans comment on appelle ça, dans les industries pharmaceutiques. Donc, on peut être bloqué. Soit notre production n'a pas été bonne, soit nos qualités et nos produits n'ont pas répondu aux normes de qualité et qu'on n'a pas pu traverser la frontière. Une contre-performance des filières porteuses sur le marché international qui invite le nouveau gouvernement à recadrer la stratégie nationale de l'exportation, mais aussi à mettre davantage l'accent sur ces filières pour tendre sérieusement vers un équilibre de la balance commerciale du pays. Est-ce une pure coïncidence ou alors le signe des choses à venir? L'avenir nous le dira. En tout cas, le nouveau Premier ministre a été nommé le jour le plus déprimant de l'année. Et oui, ce lundi 21 janvier est le jour le plus déprimant de 2019. Ce sont des chercheurs de l'Université de Cardiff, en Pays de Galles, qui ont institué cette journée. Comment ont-ils procédé et comment les Ouagalais vivent cette journée? Élément de réponse avec Caroline Yoda. Ce matin, quand vous êtes levé, vous étiez content? Ce matin, quand je me suis levé, je ne suis pas content. Je ne suis pas du tout content. Parce que ça ne va pas. L'état d'esprit de Marcel Tiendrebogo est compréhensible si l'on en croit une étude menée par des chercheurs de l'Université de Cardiff au Pays de Galles. Nous sommes le 21 janvier 2019, troisième lundi de l'année, et d'après ces chercheurs, ce jour est le plus déprimant de tous. Pourquoi? Eh bien, plusieurs facteurs sont à prendre en considération dans cette situation. Le temps qu'il fait, l'hiver en Occident, l'harmattan sous nos cieux, la morosité économique après les fêtes de fin d'année, les résolutions prises pour la nouvelle année, mais qu'on a du mal à mettre en application, le tout donnant lieu à un manque de motivation généralisée. Le Larlénaba Tigré ne connaît pas la formule de la journée la plus déprimante de l'année, mais il sait comment éviter de tomber dans la déprime. Dieu est capable de changer tout
de façon immanente, de façon spontanée. Donc quand on croit en lui, beaucoup de choses peuvent vous être positivées et à tout instant, de façon spontanée. Et c'est aussi par la bonne humeur qu'on peut construire, qu'on peut apporter à sa famille, qu'on peut apporter à son pays, qu'on peut apporter à l'humanité. Au ministère de la Santé, on réfléchit déjà à comment formaliser cette journée. Comment on va travailler à sensibiliser nos populations, comment nous devons travailler à promouvoir les bonnes habitudes de vie, et comment nous pouvons travailler à assainir notre milieu de vie pour que les populations ou les travailleurs puissent travailler dans un cadre épanoui et qu'ils puissent travailler de manière moins stressée pour pouvoir être plus performants. C'est en 2005 que Cliff Arnall, tuteur à l'université de Cardiff, a lancé la formule du jour le plus déprimant de l'année. Alors, si vous vous demandiez pourquoi cette humeur morose au réveil ce matin, vous avez la réponse à votre question. Et surtout, pas de panique, le jour le plus déprimant de l'année ne dure bien sûr qu'une journée. Demain, en principe, fini le coup de blues et out le cafard. Les débats étaient houleux aujourd'hui au procès du Petit-Manqué de septembre 2015. Des accusés étaient à la barre pour un interrogatoire complémentaire et ils ont soutenu que c'était bel et bien le général Gilbert Diendéré qui était l'auteur du coup d'État raté. Ils auraient reçu des instructions de lui. Eh bien, il n'en a pas fallu plus pour déclencher un vif échange entre les avocats de la défense, chaque camp défendant son client. Luc Pabelgem nous fait le résumé. Chaud ce matin au tribunal militaire. Les esprits se sont échauffés entre les avocats des accusés qui étaient à la barre pour l'interrogatoire complémentaire. Il s'agit des avocats de l'accusé, l'adjudant-chef-major Éloi Badiel et l'adjudant Nion Jean Florent. L'adjudant-chef-major Éloi Badiel a maintenu que c'est le sergent-chef Koussoubé Roger qui est le porteur du message du général, comme quoi il devrait faire un coup d'État et par la suite il allait vérifier cette information auprès de Nion Jean Florent, qui a aussi cherché à vérifier l'information auprès du général Gilbert Diendéré. Pour lui, c'est Koussoubé qui est le porteur du message. C'est sur instruction qu'ils ont fait ce coup et ils ne seraient pas les auteurs. Nion Jean Florent entonne le même son de cloche pour dire qu'il a eu le cœur saigné quand il a écouté le général à la barre. Pour lui, le général allait venir reconnaître les actes devant le président du tribunal, mais ça n'a pas été le cas. Quand le général dit qu'il n'a ni ordonné, ni préparé, ni commandité et ni exécuté ce coup d'État, lui, il ne le croit pas, il s'inscrit en faux. Il pense qu'en dehors de l'exécution, le général serait responsable de tout le reste. Et il allait plus loin. Il a dit lors de sa première comparution, c'était en juillet, le 3 juillet, il n'a pas eu à dire des choses, mais il est obligé de revenir là-dessus. Il dit que quand ils sont allés voir le général pour dire qu'il avait donné comme ordre de faire un coup d'État, le général a dit, eh bien, ce n'est pas encore fait. Mais lui, il a répondu, mais c'est en exécution. Le général même a allé plus loin en disant que c'était le dernier conseil des ministres et qu'après ce conseil des ministres, les autorités allaient se lancer dans la campagne électorale. Et sur la table de ce conseil des ministres, il y avait également un dossier concernant la dissolution du RSP. Donc, c'était pour dire que c'était ce jour-là ou rien. Il se demande pourquoi le général arrive alors devant le président et il se défile. Lui, en bon chrétien, il ne peut plus mentir. Il dit que quand ils sont assis au box des accusés et entendent certains accusés venir tenir des propos devant le président, et ils ont le cœur qui saigne. Évidemment, les avocats de ces accusés cités-là ont tenu à préciser qu'il y avait beaucoup de confusion et de contradictions dans les propos et les déclarations et même les procès verbaux de ces deux-là. L'adjudant-chef-major Nion Jean Florent qu'on présente jusque-là comme le chef d'orchestre de ce coup d'État puisque c'est lui qui était à la tête du commando qui a arrêté les autorités de la transition avec son binôme Nion Jean Florent. Pour eux, il y a beaucoup de contradictions. Mais les avocats de ces deux-là disent
que leurs clients ont choisi le chemin de la vérité. Pour eux, ils sont venus pour dire la vérité, pour dire tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, ce sont des victimes, ils n'ont fait qu'exécuter des ordres et des ordres qui sont venus clairement du général Gilbert Diendéré, puisque lui-même a assumé le coup d'État, a trouvé un nom, le CND, pour l'organe qui devait diriger. Donc s'il n'en est pas l'auteur, pourquoi alors se demandent les avocats de ces deux-là? Il vient assumer à la télé, c'est lui qui accueille les autorités, il fait tout le reste. Donc pour eux, ce n'est pas la peine que les autres accusés de la défense cherchent à accuser ou à charger leurs clients. C'est plutôt du côté de leur côté qu'il fallait chercher les responsabilités qui sont claires à leur avis. L'interrogatoire complémentaire des 5 accusés qui étaient passés en premier à la barre continue demain, 22 janvier. Et pour terminer, Ouagadougou est connu pour ses embouteillages. Eh bien, Bobo-Dioulasso aussi n'est pas épargné par le phénomène, notamment aux alentours du grand marché où camions, motos, tricycles ou même piétons se livrent à une lutte intense, ne serait-ce que pour se frayer un passage. C'est le dossier de ce journal, il est signé Arsène Konditamde. Difficile de se frayer un chemin ici aux heures de pointe. Nous sommes aux alentours du marché central de Bobo-Dioulasso, entrée de Farakan. Ici, les embouteillages sont quasi permanents entre 9h et 13h. Motocyclettes, tricycles, tous s'entremêlent pour se frayer un chemin. Les causes de cet embouteillage sont entre autres liés à l'incivisme et le stationnement anarchique des conducteurs de tricycles et de camions de marchandises. Les tricycles là et puis les dîners qui sont vers ici, là, bon, vraiment, il y a l'embouteillage chaque fois ici. Voilà, le mauvais jour même, c'est le samedi dans la matinée à 9h en allant à 13h. Ouh, il y a beaucoup de l'embouteillage. Bon, la route aussi est trop petite. La mairie peut sortir, regarder la voie, c'est eux qui peuvent s'occuper à ça. Ils n'ont qu'à essayer de travailler honnêtement, de laisser les petits sombres là. Ils n'ont qu'à essayer de travailler. Voilà, faire reculer les gens. La voie entrée Farakan fait partie des voies les plus empruntées par les commerçants et autres usagers de la route pour accéder au marché central de Bobo-Dioulasso. L'autorité communale est interpellée à prendre des mesures. Souvent, moi-même, j'appelle la police centrale pour qu'elle vienne réguler la circulation par ici. Quand les policiers arrivent, ils donnent des papiers et après les gens négocient en leur donnant de l'argent. La circulation à cet endroit est très difficile. Plusieurs quartiers passent par cette voie. Il faut vraiment que ça change. Le maire doit trouver un parking pour les commerçants afin qu'ils puissent garer leurs engins et permettre aux gros camions de bien stationner pour décharger leurs marchandises. Des sorties d'interpellation sont régulièrement organisées par la police municipale, comme ce mardi 15 janvier à l'entrée du marché central appelé Kokodonda. À l'arrivée de la police municipale, une course-poursuite est engagée entre les policiers et les riverains anarchiquement installés. C'est pour libérer un peu les voies d'accès au marché. Vous voyez, les charretiers sont venus encombrer les passages. Ça pose un problème de sécurité, un problème de passage pour les usagers du marché. On les a sensibilisés, même le matin, j'étais ici, venu les sensibiliser par rapport à la problématique de la circulation au niveau du marché ici. Mais ils n'entendent pas raison. Les objets récupérés par la police sont directement envoyés à la direction de la police municipale. Les propriétaires vont devoir s'acquitter d'une contravention avant de rentrer en possession de leurs biens. C'est des simples contraventions de police. Voilà, nous agissons conformément à la loi. Voilà, le code de la route dit l'embarras de la VP est fini de tel montant ou tel montant. Donc nous ne pouvons pas excéder des montants précisés par la réglementation. Cette opération n'est que le début d'une série selon la police municipale. Elle vise tout à remettre de l'ordre aux alentours du marché central de Bobo-Dioulasso et réduire un tant soit peu cette anarchie dans la circulation au centre des affaires de la capitale économique du Burkina Faso. Voilà, vous l'avez bien remarqué, c'était un reportage signé plutôt Justin Dabiré. Peut-être qu'un jour lui aussi sera Premier ministre, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire 19h30 pour une autre session d'information. Merci de votre fidélité.